هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على خاتم الرسل والأنبياء رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور، الأستاذ الدكتور أسامة نبيل عميد معهد اللغات والترجمة الثالث من أكتوبر، الأستاذ الدكتور سامي مندور رئيس قسم اللغة العبرية كلية اللغات والترجمة، السادة الضيوف وأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستمع وننصت لقراءة موضوعية لتجربة عالم فرنسي يشهد له المسلمون وغير المسلمين بحبه للإنسانية أينما كانت، وأينما تعبير في الديانات السماوية. إن عيون الغرب ما زالت تراقب الشرق العربي والإسلامي في كل مظاهره، وعلينا أن نفتح أبواب الأزهر الشريف المعبر عن وسطية الإسلام لمن يتعمقون بموضوعية علمية في الثقافة العربية الإسلامية. ومن هؤلاء الدارسين والعلماء مسيو شار، هو عالم جليل له مؤلفات عديدة فيما يخص الديانات السماوية والإسلام بصفة خاصة. كل هذا له مردود طيب في نشر الثقافة والأفكار الإسلامية الوسطية في أوروبا والغرب بصفة عامة. طيب الترجمة الأول لو سمحت. Je dois d'abord traduire dans une certaine mesure le sens de l'allocution de monsieur le doyen. Après, Bismillahirrahmanirrahim, monsieur le professeur Sami Mandour, chef du département de français, monsieur le professeur Oussama Nabil, doyen de l'Institut de langue Aziz Victor. Aujourd'hui, monsieur Charles, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes venus pour écouter une lecture attentive et profonde de l'expérience d'un savant français, d'un éminent savant français. Tous les musulmans et les non-musulmans dans le monde témoignent son amour de l'humanisme. Et cet humanisme qui essentiellement se trouve dans l'islam, au sein de l'islam, cet humanisme qui est Charles, son amour de l'humanisme se trouve dans plusieurs ouvrages. Et d'après lui aussi, cet humanisme se trouve dans les religions célestes. L'Occident observe encore l'Orient arabe et islamique sous tous ses aspects. Nous devrions alors ouvrir les portes de l'Azhar qui représente l'islam de juste milieu pour ceux qui parmi les chercheurs, et bien sûr monsieur Charles en est l'exemple aussi, il a beaucoup d'ouvrages sur l'islam, ceux qui voudraient approfondir objectivement et scientifiquement la culture arabo-islamique, arabo-musulmane. Cela aura des effets bénéfiques en matière de la diffusion de la culture et des idées de l'islam de juste milieu en Occident en général. محاضرة للسيد شارل، وهو مدير المرصد الدراسات الجيوسياسية في جامعة باريس. وفي الواقع هذه المحاضرة تمثل جزءا أساسيا من أنشطة قسم اللغة الفرنسية واللغات والترجمة، وهذه الكلية التي تهتم دائما بالانفتاح على كل الثقافات وكل الحضارات بالنظر إلى أن بها أقساما للدراسات الشرقية والدراسات الغربية. وفي هذا الإطار تأتي هذه المحاضرة. ميسيو شارل يعتقد أن صدام الثقافات والحضارات يأتي من سببين، من عاملين رئيسيين. العامل الأول هو عدم الفهم، والعامل الثاني هو الجهل. ولذلك فإن دور هذه المحاضرة أو محاضرتنا تأتي في هذا السياق لكي نحاول أن نفهم ونحاول أن نعرف نفسنا أو نعرف الآخرين. ونتمنى أن تكون هذه المحاضرة ذات فوائد جمة للجميع، وأن تسهم في تصحيح بعض المفاهيم وأن تزيل بعض سوء الفهم. وأعطي الكلمة الآن لزميلنا العزيز الأستاذ الدكتور أسامة نبيل لكي يقدم لكم صاحب هذه المحاضرة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur Saïd Ataya, doyen de la faculté, Monsieur Sami Mandour, chef du département de français,
Mesdames et messieurs, nous sommes là pour écouter un ami et un savant en matière de l'islamologie que j'ai connu depuis 2008 en Espagne par hasard, à l'occasion de l'inauguration du master d'islamologie à l'université Oberta de Catalogne, à Barcelone. Depuis, on est devenus non seulement amis, mais compagnons de lutte contre l'ignorance. Je dois remercier infiniment Monsieur le doyen et Monsieur Sami Mandour d'avoir répondu rapidement et positivement à ma demande d'inviter mon ami Monsieur le professeur Charles Sampro, qui est professeur à la faculté de droit de Paris 5, directeur de l'Observatoire géopolitique à Paris, professeur d'islamologie en Espagne, à l'université Oberta de Catalogne, et aussi professeur invité à l'université de Strasbourg au master d'islamologie. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont L'islam, l'avenir de la tradition entre la révolution et l'occidentalisation, la tradition islamique de la réforme, la finance islamique et la crise de l'économie contemporaine, l'islam et l'effet d'adaptation au monde contemporain. En effet, le rôle du professeur Charles Sampro dans le domaine du dialogue des civilisations est souligné non seulement par ses ouvrages, mais aussi et surtout par l'organisation et la participation à des colloques internationaux dont l'objectif est de bien expliquer l'islam réel, l'islam que beaucoup d'occidentaux ignorent. Dans ce cadre, Charles Sampro nous parlera aujourd'hui de la vision occidentale de l'islam, choc ou alliance de civilisation. أتكلم بالعربي ألخص الكلمة الملخصة اللي أنا قلتها قدمت فيها صديقي الأستاذ الدكتور شارل سامبرو، واتكلمت بسرعة إن أنا تعرفت عليه في أسبانيا في برشلونة على وجه التحديد. كنا بمناسبة افتتاح ماستر مرحلة الماجستير في الدراسات الإسلامية جامعة أوبرتا خدت المبادرة، وكانت تعتبر أول جامعة أوروبية تفتح الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية. ومن الوقت ده يعني كنا زملاء كفاح في مجال الحوار والدفاع عن المفاهيم الخاطئة اللي بيتعرض لها الإسلام في أوروبا من خلال التدريس ومن خلال المؤتمرات والندوات. مسيو شارل مش بس أستاذ قانون في جامعة باريس 5، لكن أيضا مدير مرصد دراسات جيوسياسية، وأيضا أستاذ زائر في جامعة ستراسبورغ في أيضا مرحلة الماجستير. وكتب كتب عديدة ومقالات كثيرة فيها دراسات عن الإسلام، منها حركة الإصلاح في التراث الإسلامي اللي كان لي الشرف أن أنا أترجم الكتاب، ولكنه في المطبعة حاليا في وزارة الثقافة، يمكن في خلال شهر يخرج للنور. وكتب كتاب آخر مهم جدا وده ترجم بالعربية في السعودية، وهو عن مستقبل الإسلام بين التغريب والثورة على التقاليد، بمعنى التقاليد الأعراف اللي لا تنتمي للإسلام. وكتب أيضا في مجال التمويل الإسلامي، وكتب أيضا في مجال الاجتهاد، وده كنت شريكه في الكتاب اللي صدر نتيجة مؤتمرنا في 2009 في اليونسكو. ومش بس من خلال أعماله وبيحاول يتكلم عن الإسلام الحقيقي والإسلام الصحيح، ولكن أيضا من خلال مشاركته في المؤتمرات والندوات اللي سواء بيشارك فيها أو بينظمها. ودلوقتي هو يعني حان الوقت ان هو يقدم مداخلته عن رؤية الغرب للإسلام. هل رؤية تتعلق رؤية صدامية أو
تحالفية، وطبعا اللي هو بقى تفسير هذا العنوان. دونك c'est à monsieur Charles maintenant la parole. Donc, j'espère que tout le monde comprend le français, mais je crois que le texte va être distribué tout de suite. en arabe rapidement. Je remercie l'Université d'Al-Azhar et particulièrement la faculté de langue et de traduction et son doyen, M. Saïd Atia, de m'accueillir ici. Je remercie le Dr Sami Mandour et aussi le Dr Oussama Nabil, mon cher ami, qui est déjà un vieux complice puisque nous avons fait beaucoup d'activités et nous avons d'autres projets encore. Notamment d'ailleurs je crois un colloque qui aurait lieu en mars à Al-Azhar. On en a parlé hier avec le grand imam d'Al-Azhar. Le sujet que je voudrais évoquer, c'est donc la vision occidentale de l'islam avec cette question: choc ou alliance des civilisations. L'islam, c'est la religion de 1,5 milliard d'hommes et de femmes dans le monde, presque un quart de l'humanité, et c'est un acteur considérable de la vie internationale. C'est aussi pour les Européens, le monde musulman, le monde arabo-musulman notamment, notre voisin le plus proche, et c'est autour de la Méditerranée un pôle de civilisation qui est, qu'on le veuille ou non, aussi cousin des civilisations occidentales. Or, pourtant, malgré ces proximités, malgré cette importance du monde musulman dans le monde moderne, l'islam reste mal connu dans l'Occident. Encore que je précise que le terme d'Occident est très vague, trop approximatif pour définir des nations et des civilisations qui sont très diverses. Il y a une très grande différence entre les nations catholiques et les nations protestantes et les nations orthodoxes, entre l'Europe et l'Amérique du Nord et entre les nations européennes elles-mêmes. Donc ce terme global d'Occident est tout de même très peu satisfaisant parce qu'il ne recouvre pas une réalité très précise. Donc je l'emploie, ce terme, avec beaucoup de réserve et par simple commodité. Mais quelle vision cet ensemble occidental, plus ou moins composite, a-t-il de l'islam? La littérature sur l'islam est abondante. Il ne passe pas une semaine sans que plusieurs ouvrages soient publiés en France et dans les autres pays occidentaux sur le monde musulman, sur l'islam. Mais il faut bien constater que la plupart de ces ouvrages s'intéressent à des aspects secondaires, sociologiques, politiques, événementiels, voire médiatiques, qui ne sont en fin que des détails. En réalité, le monde occidental connaît mal l'islam et parce qu'il le connaît mal, il ne le comprend pas. Dans cette conférence, je voudrais aborder deux questions. La première concerne la vision que l'Occident se fait de l'islam et plus généralement la relation du monde occidental et du monde musulman. La seconde question concerne la fausse querelle, le faux débat sur le choc des civilisations. Il s'agit donc de l'enjeu civilisationnel et on a sans doute raison de poser le débat en termes de civilisation, mais j'aurai l'occasion de m'expliquer, pas dans le sens d'une opposition entre les civilisations, et il faudrait mieux opposer les civilisations au matérialisme anti-civilisationnel. Enfin, je terminerai par une remarque concernant l'ignorance de l'islam de la part du monde occidental, et peut-être le problème essentiel, c'est celui de l'enseignement de la réalité islamique dans les pays occidentaux.
Donc l'Occident a une vision déformée de l'islam. Après les changements politiques qui sont intervenus dans certains pays, dont l'Égypte d'ailleurs, on a pu lire des commentaires très extrêmes d'analystes occidentaux présentant comme une catastrophe le fait que des partis politiques se réclamant de la religion aient pu arriver au pouvoir au terme d'élections souvent régulières et démocratiques. Et certains commentateurs ont multiplié les contre-vérités ou les clichés négatifs. Souvent, dès que l'on traite de l'islam, on entre dans l'exagération ou dans l'irrationnel. Objet de fantasmes, de craintes, d'incompréhension, l'islam demeure une énigme pour la plupart des Occidentaux. Et trop souvent, l'islam est examiné à la lumière des valeurs ou des idéologies dominantes dans le monde occidental. Par exemple, la fameuse laïcité, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, sans prendre le soin de le considérer en se référant à sa spécificité propre, à ses valeurs, à son identité propre. En fait, il y a chez les Occidentaux cette exagération qui consiste à toujours porter sur les autres un regard à travers soi-même pour regarder ce qu'on va retrouver de soi chez l'autre et non pas s'intéresser à l'autre en tant que tel. Et puis, il faut bien le dire aussi, souvent, les Occidentaux considèrent l'islam à la seule lumière des communautés immigrées qui sont en Occident et qui sont pourtant marginales par rapport à l'ensemble de la communauté musulmane mondiale, hein, et dont certaines minorités ne donnent pas toujours une image très valorisante de l'islam, il faut bien le reconnaître. Mais jugé sans être compris, l'islam ne peut que se retrouver en mauvaise posture sur le banc des accusés. Il est depuis quelques années, quelques dizaines d'années, l'éternel accusé. Cette constatation conduit à une première remarque. Elle concerne le questionnement portant sur l'association, même involontaire, du mal et de l'islam, notamment depuis les fameux attentats aux États-Unis en septembre 2001. Islam et extrémisme, c'est devenu un leitmotiv, un cliché. Et cette association, islam-extrémisme, a une conséquence, la difficulté pour les Occidentaux de bien distinguer de l'islam, religion et civilisation, et ce qu'on appelle l'islamisme radical, qui depuis les 30 dernières années s'est manifesté et qui est un phénomène politique. Politique, porteur du ressentiment de certaines sociétés islamiques. Dans ce contexte, il est nécessaire de mesurer les conséquences majeures d'une incompréhension qui conduit à des analyses comme celle de Samuel Huntington, l'auteur du Clash des civilisations, selon laquelle théorie la suprématie occidentale conduit inévitablement à un choc entre une civilisation qui serait avancée et une autre qui serait arriérée. S'agissant plus précisément de l'idéologie extrémiste qui a pu engendrer le terrorisme, il est incontestable que certains milieux occidentaux s'emploient à faire croire que le terrorisme est inspiré par la pensée musulmane. De toutes les idées fausses,
la confusion entre la pensée islamique et l'extrémisme est la plus dangereuse car elle autorise des amalgames. Cette confusion ne prend pas la mesure de la véritable nature de ces mouvements politiques, que je le répète, nature qui est loin de s'inscrire au cœur de l'islam, et on peut considérer que souvent ces mouvements sont même très marginaux. Donc je crois que la première chose, le premier objectif serait de démontrer que l'islam ne peut être confondu avec des courants minoritaires caractérisés par leur sectarisme révolutionnaire. Il est également indispensable de préciser qu'il ne faudrait pas employer à tort et à travers, comme le font trop souvent les médias, des termes islamisme, salafisme, djihadisme, qui sont maniés par des journalistes occidentaux qui n'en connaissent pas du tout le sens. Le choix et la précision des mots sont importants, surtout lorsqu'il s'agit de questions aussi délicates que celles qui touchent à la religion. Alors il est vrai aussi qu'aujourd'hui, des groupes extrémistes, déviants, ont pris en otage certains mots de l'islam et les ont travestis, ils les ont déformés, ils les ont détournés de leur sens. Et l'une des raisons de la mauvaise vision de l'islam par le monde occidental est que les extrémistes ont tenté de donner à leurs activités politiques révolutionnaires un vernis religieux. C'est dans ces conditions qu'on a pu faire l'amalgame entre islam, intégrisme, intolérance, etc. Il faut donc démontrer que l'islam n'a rien à voir avec le fanatisme et les extrémismes, qui sont souvent des imposteurs, qui nuisent gravement à l'islam et aux musulmans. Il convient aussi de rappeler que l'islam est essentiellement la religion de la modération, du juste milieu, din al-wasat. Mais il faut souligner que l'islamisme radical n'est pas une maladie sui generis de l'islam. Il n'est pas le résultat de l'islam. Les origines de l'extrémisme, les origines du terrorisme ne sont pas religieuses. Il ne trouve pas sa source dans l'islam. C'est un mouvement politique, essentiellement politique. Et pour être clair, ce qui conduit à l'extrémisme ou au terrorisme parfois, c'est l'ensemble des injustices et des mauvais coups dont les peuples musulmans sont victimes ou ont été victimes. C'est donc une erreur de vouloir assimiler l'islam au terrorisme. Plus encore, c'est une faute, car cela consiste à nier les véritables causes du problème et à pérenniser les motivations des extrémismes. Si l'on veut faire reculer l'extrémisme, la première urgence serait de régler les crises sur lesquelles il prospère, c'est-à-dire de régler les crises du Proche-Orient. Le drame de l'Irak, l'occupation de l'Irak, livrée à l'Iran, livrée à des mercenaires, livrée au nord de l'Irak aux bandes kurdes qui sont à la solde d'Israël, le drame de la Palestine, le long martyre de l'Afghanistan. Que l'on règle ces problèmes et il n'y aura plus d'extrémisme. Il n'est tout de même pas normal que depuis plus de 60 ans, le peuple palestinien soit privé de ses droits, humilié, et que la communauté internationale ne trouve aucune solution pour régler cette affaire. Et ça, c'est un facteur d'incompréhension majeur. Vous m'entendez toujours ? Oui. C'est un facteur d'incompréhension majeur parce que trop d'Occidentaux ont du mal à comprendre l'exaspération,
l'humiliation, la frustration qui est celui des masses musulmanes face à des injustices politiques qui sont bien réelles. Il est curieux d'ailleurs que ceux qui en Occident ne cessent d'assimiler l'islam au terrorisme ne proposent jamais rien pour résoudre les crises qui créent l'extrémisme. Pire encore, certains, notamment les néoconservateurs aux États-Unis, ont préféré inventer des connexions fictives pour créer un islam imaginaire afin de mieux entretenir l'idéologie du choc des civilisations qui nourrit d'obscures visées hégémoniques. Un autre facteur d'incompréhension, c'est l'idéologie de la laïcité. Alors la laïcité, c'est une obsession française et parfois un peu occidentale, et je crois qu'il est utile de préciser un peu ce terme. La laïcité, historiquement, c'est une idéologie et un modèle politique que la République française a choisi à la fin du XIXe siècle pour deux raisons. D'une part, pour régler un conflit multiséculaire entre l'État français, les rois de France puis la République, et le pape de Rome et la papauté, hein, un conflit d'autorité, et qui a toujours été latent entre les gouvernements français, qu'ils soient royalistes ou qu'ils soient républicains, et la papauté. Et puis, ça a été, au XIXe siècle, une idéologie de lutte, de combat contre la majorité du peuple qui était monarchiste et catholique. La République s'est instaurée par une sorte de coup de force grâce à la défaite de la France face à l'Allemagne, et c'est l'Allemagne qui a imposé la République, c'est Bismarck qui a imposé la République, ce n'est pas le peuple qui la voulait. Et donc cette République mal installée, arrivée dans les bagages de l'étranger, elle a dû trouver une idéologie de combat contre les forces majoritaires, ça a été la laïcité. Donc on voit bien que cette laïcité, elle est déjà très marquée, très identifiée à un moment de l'histoire et à un pays. 19e siècle, fin du 19e siècle et la France. Et c'est tellement vrai que c'est un mot qui est pratiquement intraduisible dans la plupart des autres langues. Il n'y a pas vraiment de traduction du mot en anglais. Sécular ne rend pas compte de ce qu'est la laïcité. Hein. Il n'y a pas non plus de traduction satisfaisante en allemand. Hein. Weltlich ne veut pas dire laïcité, et en arabe, on traduit quelquefois le mot laïcité par païen. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله